Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 55e émission, nous avons le plaisir de recevoir David Lépée. David, bonjour à vous. Bonjour. David Lépée, vous êtes journaliste suisse, essayiste, licencié en philosophie. Vous tenez un blog, davidlepée.com. Vous êtes un militant politique, anciennement d'ailleurs chez Égalité et Réconciliation. Vous avez même tenté l'aventure électorale. Mais vous êtes aussi ce qu'on appelle un penseur. Vos domaines de prédilection sont la démocratie, l'histoire du socialisme, le patriotisme, la souveraineté en général. Vous êtes également critique de cinéma. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs. Mais avant cela, sachez que je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. David Lépée, avant d'aborder votre parcours, ou peut-être est-ce en lien d'ailleurs, vous allez nous le dire, pourquoi ce pseudonyme ? Ce n'est pas un pseudonyme. Mais ça, on me fait le coup chaque fois et on nous fait le coup depuis des générations. Mon père est artiste peintre et à chaque fois que... quand il a commencé à avoir du succès, à faire des expositions, les gens lui disaient mais quand même, c'est vous qui êtes si humble, ce pseudonyme est complètement prétentieux, ça correspond pas à votre travail. Et en fait, c'est évidemment pas un pseudonyme. Lépée est un nom qui existe en Suisse romande, bon assez peu courant, mais qui vient en fait des grandes migrations liées à la révocation de l'édit de Nantes. Sous Louis XIV, c'est-à-dire aux migrations protestantes, et c'est un nom originaire vraisemblablement, pour peu que je m'en souvienne, parce que chez nous l'arbre généalogique ne passe pas 3 générations, de Picardie, du nord de la France. Donc non, c'est mon nom, il n'y a pas de pseudo là derrière. Alors David Lépée, j'ai résumé tout à l'heure votre parcours. Vous êtes entré très jeune en politique. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé à entrer en politique ? Alors, je suis entré en politique au sens large du terme politique vers l'âge de 15 ans à peu près, parce qu'en Suisse romande, il y avait de grandes manifestations étudiantes et je me suis syndiqué dans un syndicat étudiant très marqué à gauche. Ensuite de quoi, j'ai été démarché par un parti de gauche radicale qui était un parti trotskiste, qui était d'ailleurs jumelé avec ce qui est en France ce qui était la LCR, donc actuellement le NPA. En réalité, j'étais davantage marxiste-léniniste que trotskiste, mais le hasard géographique fait qu'en Suisse, il y a une espèce de répartition du marché politicien d'extrême gauche qui fait que dans ma région, c'était plutôt le trotskisme qui primait et que il y avait une discipline pour qu'on se répartisse comme ça. Donc voilà, je suis arrivé un petit peu par hasard là-dedans, avec quand même quelques convictions solidement ancrées au corps, comme la question du socialisme, de la lutte contre le capitalisme et contre la mondialisation néolibérale, qui sont encore les convictions que j'ai aujourd'hui. Et c'est parce que je les ai toujours que je n'y suis pas resté plus de quelques années. J'ai été secrétaire cantonal. Le canton, c'est l'équivalent du département en France, donc une région dans ce parti. Ensuite de quoi, j'ai pris une année de pause à l'époque entre 2006-2007 quand je suis allé en Chine pour une année d'études et de recherche. Et quand je suis revenu, disons, je me suis désengagé de cette gauche radicale pour prendre une autre voie. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alain Soral, que j'ai été, non pas... Enfin oui, j'étais membre de R quelques années, mais surtout, je dirais, compagnon de route au sens large. Xavier ? Et comment vous êtes-vous aperçu que cet engagement dans la gauche radicale trotskiste était un leurre ? Alors, je dirais que... Alors, comme nous tous, dans un temps, mais dans un deuxième temps, je me suis aperçu que qui veut le socialisme ne peut pas suivre la voie qui nous était offerte par cette gauche radicale. Et encore, je fais des nuances dans la mesure où, même si je suis en désaccord avec mes amis marxistes-léninistes, on peut encore discuter avec eux dans la mesure où il y a quand même un certain terrain d'entente philosophique, dialectique, ce qui n'est pas du tout le cas avec les trotskistes où le désaccord est radical. Je pense qu'ils font le lit justement de cette idéologie libérale, mondialiste, sioniste dont nous souffrons tous. Et disons, le désaccord se fait à partir du moment... Il y a différents sujets. Il y a d'une part la question migratoire qui est extrêmement importante, qui est essentielle, parce que dans la question migratoire, on se rend compte que la défense des acquis sociaux, des salaires, des luttes syndicales ne peut pas se faire avec des frontières ouvertes à tous les vents.
tout simplement parce que cette immigration comme armée de réserve du capital, comme disait Marx, joue contre nous les travailleurs, nous les nationaux. Ça c'est l'aspect un des aspects idéologiques. Le deuxième aspect idéologique, bien sûr, c'est que il est difficile de défendre des positions socialistes, c'est-à-dire des positions qui dépendent sur le plan social et économique des classes populaires, tout en défendant des positions qui, sur le plan culturel ou sociétal, sont contre ces classes populaires dans la mesure où elles n'y adhèrent pas. Et c'est vrai que sur toutes les questions sociétales, que ce soit en termes de mœurs, que ce soit en termes de culture, de rapport à l'autre, de rapport... Là, on voyait qu'il y avait un hiatus. La politique culturelle du trotskisme et du socialisme au sens social-démocrate, au sens PS, n'était pas du tout adaptée aux classes populaires et elle concernait au contraire uniquement les bobos. Donc là, c'est la prise de conscience politique en disant on peut pas défendre le socialisme en défendant une culture des mœurs et des aspects sociétaux qui au contraire sont ceux de la classe bourgeoise. Et je termine très brièvement. Ça, c'est la question politique, mais en réalité, bien avant de me poser cette question-là, il y avait une question humaine, c'est-à-dire que, en fait, déjà avec les trotskistes, on rigole pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intolérance et c'est pas très sexy. Et au bout d'un moment, bien avant de faire cette remise en question idéologique dont je viens de vous parler, je me disais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce milieu où tous les couples sont pacsés, où finalement on est tous végétariens, où quand je suis reçu chez un ponte du parti, il doit demander l'autorisation à sa femme avant de m'offrir une bière. Enfin, il y a quelque chose de sectarisme et d'intolérance, parce que moi qui étais un intellectuel qui m'intéressait, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, plein de choses, à chaque fois que je voulais affronter ces gens-là, parce que j'étais assez sûr de moi, peut-être trop, mais disons je pensais pouvoir avoir des arguments face aux fascistes, par exemple, à chaque fois on me disait mais ne te commets pas avec ces gens-là, on n'est pas là pour débattre, on est là pour combattre. Et moi, je pense que encore aujourd'hui, on est là pour débattre et non pas pour combattre. Voilà. Alors à Égalité et Réconciliation, on connaît très bien ce problème d'intolérance, et notamment moi quand j'ai dans les manifestations d'extrême gauche. Alors vous avez utilisé aux alentours de 6 fois le terme socialisme. Je voudrais qu'on entre au cœur du sujet, que vous nous expliquiez, puisque c'est un terme très galvaudé, vous le savez. Qu'est-ce que vous entendez par socialisme, exactement ? Je ne vais pas vous répondre exactement, parce que je pense que la vertu du terme socialisme, c'est d'avoir quand même une acceptation assez large, de la mesure où aujourd'hui, je pense que dans tous les systèmes qui entrent en concurrence les uns avec les autres, ce sont différentes méthodes, différentes recettes liées à des économies mixtes. Mais qu'est-ce que c'est qu'une économie mixte ? Une économie mixte, c'est une balance dans laquelle il y a un poids qui revient à l'État, à la fonction publique, à la protection nationale, et un autre poids qui revient au marché. Il y a 1000 économies mixtes possibles. Le thatcherisme, non pas comme idéologie, mais comme pratique politique, était une économie mixte. Le chavisme est aussi une économie mixte, et pourtant, ils n'ont rien de commun. Tout simplement, non seulement parce qu'ils sont radicalement différents, mais parce qu'entre deux, il y a une infinité de divergences. Donc, il est évident que quand je parle de socialisme, je ne parle pas de l'idéologie de Kim Il-sung, je ne parle pas d'un ultra-étatisme. Je pense simplement que dans les pays européens, dans le cadre actuel qui est le nôtre, l'économie privée, l'économie libérale a sans doute une importance excessive, et qu'il est temps que l'État revienne, mais que ce soit mais pas l'État que nous combattons, mais l'État que nous espérons. C'est ça toute la différence. Alors, ce que vous dit un libéral, c'est que l'intégralité de l'économie, une grande partie de l'économie française en tout cas, dépend de carnets de commandes d'entreprises qui sont en partie détenues par l'État, et que les petits entrepreneurs sont surtaxés absolument, et que le système serait bolchevique. Beaucoup vous répondront ça. Alors, je pense pas que le système soit bolchevique, mais par contre, là où je peux comprendre ces petits entrepreneurs, d'un regard extérieur qui est le mien, parce que je ne suis pas français, mais on a aussi quelques problèmes du même type chez nous, c'est qu'il y a un petit peu les défauts des deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a une privatisation des pertes, une privatisation des gains et une étatisation des pertes, étatisation via souvent l'impôt, et que ce capitalisme lié à l'État, parce que l'État est un instrument du capitalisme, en réalité, contrairement à ce que pensaient
Reagan, contrairement à ce que pensaient les libertariens, l'État est le meilleur allié du capitalisme quand il est d'accord. Seulement, dans ces cas-là, ceux qui se font spolier, ce ne sont pas les petits entrepreneurs. Oui, ce sont les petits entrepreneurs, notamment. Moi-même, en Suisse, je suis un petit entrepreneur, et ce ne sont pas les gros trusts. Ce ne sont pas. Je me baladais encore dans Paris aujourd'hui. Je peux vous dire que Starbucks, McDonald's vont très bien, que les grandes chaînes ont l'air visiblement tout à fait au beau fixe. Je m'inquiète davantage pour les commerçants, les épiciers, les chauffeurs de taxi ou les petits restaurateurs, qui sont des libéraux, si l'on veut, pas à mon sens, mais disons qui alors eux, en tant que... Là aussi, un des points avec lesquels je dois dire que je suis toujours d'accord avec Alain Soral, c'est sa redéfinition de la lutte des classes en fonction d'une dialectique, d'une opposition entre le monde du travail et le monde du parasitisme. On a des petits et des gros travailleurs, on a des petits et des grands parasitismes. Le grand, évidemment, il s'agit du parasitisme bancaire, des traders, de la spéculation. Le petit, c'est aussi un petit peu les abus de l'aide sociale. Aujourd'hui, cette question, elle est là. Elle est aussi dans le pouvoir d'achat. Elle n'est pas uniquement dans le rapport aux moyens de production. Et en même temps, David, vous avez un peu botté en touche à ma dernière question sur la définition du socialisme. On observe malgré tout qu'il y a un fil conducteur. Vous parliez du chavisme, on pourrait parler d'autres modèles. En général, ces dirigeants-là se confrontent à une problématique, la problématique du capitalisme, qu'ils cherchent à solutionner en libéralisant les petits entrepreneurs, en rendant plus facile l'accès à la propriété privée pour les petites gens, et en nationalisant les grands trusts, les multinationales. C'est en général ce fil conducteur que suivent ces gens. C'est le modèle du socialisme. C'est ce qu'on appelle le socialisme, du moins en Amérique du Sud. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision ? Est-ce que ça rejoint votre vision étatique ? Elle reste assez abstraite, mais dans la pratique qu'on a par chez nous, mais je vois pas d'opposition a priori, disons. Hein. Toutes ces questions rejoignent une question centrale que vous abordez d'ailleurs dans vos travaux, c'est celle de la démocratie. Le capitalisme est-il compatible avec la démocratie ? Non, absolument pas. Il est pas compatible, il est pas soluble. Et en Suisse, on a un bon exemple parce qu'on nous présente toujours comme le modèle de la démocratie mondiale, historique, mais surtout à notre époque. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais malgré tout, nous ne sommes pas un modèle absolu parce que nous sommes un pays peut-être encore plus capitaliste que le vôtre. Seulement, comme il y a des questions d'échelle, ça se passe un petit peu mieux, non pas parce que le capitalisme est plus fort, mais parce que la démocratie est plus forte. Et encore, elle ne l'est pas assez. Tout simplement parce que la démocratie directe, c'est le régime qui est le nôtre en Suisse, fonctionne plus ou moins bien, mais le capitalisme le dévoie dans la mesure où, dans certains cas, ça devient vraiment une plutocratie. Tous les partis n'ont pas les mêmes moyens financiers. Les campagnes, les initiatives, les référendums ne disposent pas des mêmes moyens financiers non plus pour se faire entendre et pour convaincre les électeurs. Et même si, dans l'état actuel des choses, je me fais volontiers le défenseur de ce système, il est idéal que pour moi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, la démocratie directe idéale ne pourrait avoir lieu que dans un système socialiste. Une petite précision, en Suisse, les référendums ne sont pas plus respectés que dans l'Union européenne. Alors il y a des polémiques, mais de manière générale quand même davantage. J'ai vu que le référendum sur l'immigration qui a eu lieu il y a quelques années n'était toujours pas entré en vigueur. C'est une initiative. Et que un référendum dans le Tessin, il me semble, qui s'est produit récemment, n'avait pas de la même façon, n'avait pas de chance d'aboutir. Pour le Tessin, il faudra attendre parce que c'est tout frais. On espère que ça aboutira. Pour la question, alors je pense que vous faites référence à l'initiative du 9 février 2014, qui était une initiative en faveur du contingentement de l'immigration. Effectivement, là, on a un exemple qui ne nous fait pas honneur, c'est-à-dire qu'on a voté ça il y a 2 ans maintenant, comme ça se passe d'habitude, le gouvernement en prend acte et on a une commission parlementaire qui en discute, et cette commission parlementaire a châtré le projet à tel point qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer, que ça recrée une nouvelle polémique, et que cette loi d'application, puisqu'il s'agit de ça, applique les choses de manière tellement floue, avec une espèce de droit de veto européen, que finalement ça ne va rien changer. Ça, c'est effectivement un exemple honteux. Heureusement, tout ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a une tendance comme ça, parce que chez nous, on a une 5e colonne européiste, comme chez vous, peut-être moins forte, parce qu'elle est un petit peu... elle sait que
comment dire, elle sait déjà qu'elle est pas. Elle peut pas sortir du bois. Elle peut pas sortir du bois facilement. Il y a quelques médias qui la défendent, mais à chaque fois qu'on vote sur ces questions-là, et ça fait depuis 92 qu'on vote 92, on a refusé d'entrer dans ce qui s'appelait à l'époque l'espace économique européen. Alors à cette époque-là, il y avait un gros clivage entre la Suisse romande, donc francophone, et la Suisse allemande. La Suisse romande était plutôt europhile, et le temps passant, les romans sont devenus beaucoup plus sceptiques, et actuellement ce qu'on appelle ce Röschti-Graben, cette barrière de Röschti, donc c'est un espèce de symbole national qui se passe au niveau de Sarine, donc qui traverse notre pays, n'a plus lieu d'être parce que autant les uns que les autres, il suffit d'allumer la télé ou de lire les journaux pour voir qu'on n'a aucune envie de rejoindre un bateau à la dérive. Alors David, vous parlez de démocratie directe, et en même temps, je sais que, comme moi d'ailleurs, il y a un personnage en France, un personnage de l'histoire que vous aimez particulièrement, c'est Robespierre, qui n'est pas attaché spécifiquement à la vision de la démocratie qu'on pourrait avoir, démocratie directe. Comment vous expliquez cette contradiction ? C'est pas une contradiction, c'est plutôt un anachronisme. Je pense que on va pas entrer dans les détails parce que c'est une affaire très complexe. Mais Robespierre avait une vraie tension vers cette direction-là, vers cette direction de la démocratie directe. Il y a un auteur qui en parle très bien, c'est Albert Soboul, qui a parlé du mouvement sans culotte, c'est-à-dire des mouvements révolutionnaires à l'intérieur de la Révolution. Parce que oui, on le sait, la Révolution française est une révolution bourgeoise, mais du tiers-État au pouvoir a émergé ce qu'on peut appeler un quart-État, ce que Marx appellera ensuite le prolétariat. Et Robespierre était à l'avant-garde de ça, avec ensuite d'autres qui sont venus plus tard, comme Gracchus Babeuf, pour évoquer ces questions de prise de pouvoir par le quart-État, par les sans-culottes. Et il n'a pas eu il n'a pas eu le temps de beaucoup théoriser ça parce qu'il était très occupé, il n'a pas vécu très longtemps. Ensuite, il manquait de cette dimension scientifique qu'on a pu voir ensuite au 19e siècle avec Marx et autres, parce que on est vraiment parmi les pionniers. C'est un héritier des Lumières. Il n'y a pas cette notion, qu'on trouve dans le Capital ces gens-là étaient assez incultes en économie, hein, Robespierre y compris. Relativement, ce que je veux dire, mais alors ils ont quand même compris certaines arnaques, comme les arnaques de la fin de l'Ancien Régime. Je pense à Marion Sigaud, avec qui je suis en désaccord sur ces questions-là, mais qui a un grand mérite à mon avis, c'est d'avoir dénoncé dans un de ses livres sur la fin de l'Ancien Régime les politiques libérales de Turgot. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas la Révolution française qui a accéléré le truc, mais que tout était déjà en germe, dans l'œuf, à la fin du 18e. Robespierre se plaçait tout à fait contre ça. Alors ce n'était pas un socialiste, ce n'était pas un marxiste, parce que c'est un anachronisme de dire ça. Mais je pense qu'avec un peu plus de temps, on fait parler les morts là, mais avec un petit peu plus de conscience scientifique du problème économique, à mon avis, il aurait penché plutôt du côté socialiste. Et en même temps, vous dites qu'il n'était pas un spécialiste en économie, mais on sait très bien qu'en 1794, au moment où il est renversé, la situation économique en France est contrôlée. Les assignats, il a réussi à juguler l'inflation, les assignats ont retrouvé une valeur normale, les frontières de la France sont rétablies, la sécurité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été renversé, c'est parce que justement il avait redressé la situation. Oui, non mais quand je dis que c'est pas un spécialiste en économie, c'est au sens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Parce qu'évidemment, à toutes les époques, il y a eu des spécialistes de l'économie, et Robespierre s'en tirait pas si mal, mais au sens où Marx a pu la définir de manière bien plus précise au 19e. Non, Robespierre a fait un boulot économique par rapport à ça. On parle du minimum, on peut parler de parce que la loi vous venez d'évoquer, la loi du maximum, voilà, le contrôle des prix. Oui, bien sûr. Non, il était plutôt de ce côté. Mais ce que je veux dire, c'est que de notre point de vue actuel, et surtout d'un point de vue 19e, c'est un économisme quand même assez balbutiant. Et c'est pas une question d'intention, c'est vraiment une question de science, de recherche. Mais vous disiez tout à l'heure que c'était une question complexe, et en même temps, moi j'ai l'impression qu'on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que vous défendez une vision de la démocratie directe, et en même temps, on voit que ceux qui veulent l'appliquer, moi je parle par exemple pour Chavez, qui est un sujet que je maîtrise, que c'est forcément que dans ces cas-là, c'est un grand homme qui a cherché à rendre la souveraineté au peuple. Et que donc il y a toujours cette tension entre d'une part une verticalisation du pouvoir vers un homme qui assume de plus en plus de pouvoir dans son pays et une horizontalisation du pouvoir qui est simultanée puisque ce grand homme, et c'est ce qu'on appelle le populisme, va directement, en se connectant au peuple, lui rendre des espaces de pouvoir. Donc moi je crois que c'est justement ça le cœur du sujet puisqu'on parle de démocratie.
Oui, mais vous avez bien résumé. Je pense que le populisme, c'est cette synthèse-là qui est absolument pas une synthèse contradictoire, qui est une synthèse entre cette horizontalité du peuple qui devient le centre décisionnel, c'est-à-dire la souveraineté démocratique, et que tout d'un coup, cette décision se cristallise, si l'histoire le veut, à travers un homme qui devient l'homme providentiel. Moi, je pense, par exemple, que, pour prendre un exemple français, que le boulangisme n'était pas du tout un épisode historique antidémocratique, qu'il avait une forte potentialité démocratique. Et ça fait beaucoup penser à Chavez, bien sûr. La base était communarde, ce qu'on oublie souvent de dire. En plus. Et ça aide, puisque tous les ferments de la démocratie beaucoup plus radicales que ce qui a pu se faire pendant la Révolution française, c'était la Commune. Et en grande partie, beaucoup de ses partisans venaient de là, ouais. C'est vrai. Alors, revenons un peu dans le présent. Comment, depuis la Suisse, vous jugez le système politique français ? Ça veut dire, ça dépend qui est on. vous, David. Moi, oui. Les Suisses. Nous, les Suisses. Oui, non, parce que voilà, on a les médias. Sur ces questions-là, nos médias disent à peu près la même chose que les vôtres. Hein. Je veux dire, c'est à peu près les mêmes rapports de force. Comment dire ? Ouais, de mon point de vue à moi qui suis plutôt francophile, enfin patriote suisse mais francophile, ce qui est complexe en Suisse, parce qu'il y a du côté de la Suisse romande, il y a une espèce il y a un rapport conflictuel, gentil, mais avec la France quand même, qui fait que on a de la peine à s'assumer comme acteur d'une ère francophone, parce que c'est ça qui nous relie, c'est la culture et non pas la politique. Mais moi qui suis plutôt francophile, de mon point de vue, c'est assez désespérant ce qui se passe depuis quelques décennies. Voilà, enfin en gros depuis le général de Gaulle, quoi. Mais ça, cette critique, vous l'avez fait mieux que moi. Mais je vous en prie, faites-la également si vous voulez. C'est-à-dire que voilà. Par rapport, mes références françaises, ce serait l'école nationale républicaine, celle qu'on a pu voir incarnée par Chevènement, par exemple. Donc c'est l'école issue de la Révolution française, côté jacobin, avec évidemment des rectificatifs, des corrections, des critiques concernant le centralisme, concernant la lutte contre les minorités, les droits du régionalisme. Je pense que ce jacobinisme-là doit être revu, et il a été revu. Mais la beauté de cet idéal jacobin, de cet idéal montagnard, de cet idéal national républicain, c'est à la fois une espèce d'égalité sociale, de justice sociale et d'une excellence qui ne soit pas un nivellement par le bas, mais un nivellement par le haut. Et ça, c'est tout ce qu'on trouve dans l'idéologie républicaine du 19e, celle que défend Zemmour, par exemple. Et je suis d'accord avec lui. Et quand on voit la baisse du niveau, d'une part, et d'autre part, le fait que cette république soit devenue une oligarchie comme une autre, parce que je sais bien que dans ER, c'est loin de faire l'unanimité. Je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup les francs-maçons, qu'on lie la République aux francs-maçons, ce qui est en partie vrai, bien sûr. Mais il faut bien se rendre compte quand même que de manière théorique, c'est difficile d'attaquer les deux à la fois, parce que historiquement, il est vrai que beaucoup de loges maçonniques ont œuvré dans différents pays du monde pour faire advenir la République, et qu'en France, ils y sont parvenus. Et encore que ça ne se résume pas à ça. Bien heureusement, l'histoire n'est pas faite que de loges secrètes, mais aussi de mouvements de peuple spontanés. Mais quelle est l'idéologie de la République ? C'est pas de... Comment dire ? Rien entre les citoyens et l'État. Alors, évidemment, c'est très radical. Mais quand on pense au fond du problème, c'est éviter les lobbies, éviter les zones d'influence. Et cette bonne volonté a été adaptée peut-être trop excessivement du fait qu'on a vu ce qui s'est passé avec la loi Le Chapelier, qui était une loi vraiment totalitaire, avec la dissolution des guildes, des groupes, comment on appelle ça, des corporations. Des corporations, c'est le mot que je cherchais. Or, qu'est-ce qu'une loge maçonnique sinon une corporation ? La logique maçonnique, pour le peu que j'en connais, est la chose la plus anti-républicaine du monde. Je dis ça pour montrer un petit peu la nuance en disant je comprends tout à fait la critique entre guillemets réactionnaire du maçonnisme, mais je vois pas en quoi la loge est coupable là-dedans. La loge est secrète, la corporation ne l'est pas. C'est déjà une...
Oui, ben c'est pour ça peut-être que les corporations ont été éliminées et que les loges y ont survécu. Mais la survivance des loges, c'est pas le triomphe de la République, c'est son échec. C'est là où je suis pas d'accord avec les historiens contre-révolutionnaires. Xavier ? Et pourtant, la ligne nationale républicaine que vous défendez a toujours été mise en avant par les tenants de la République. Vous avez cité Jean-Pierre Chevènement. Et finalement, n'a jamais obtenu gain de cause. C'est-à-dire que toutes les options, notamment sur la question de l'école, sur la question de la politique internationale, ont toujours échoué en faveur d'une ligne qui était beaucoup plus, je dirais, trotskiste pour le coup, en tout cas depuis la disparition du général de Gaulle. Et quand on fait le bilan de la République, quand on regarde la troisième, puisque véritablement la République c'est la troisième, et la quatrième, la cinquième n'est qu'une parenthèse avec le général de Gaulle, qui en fait est un monarque républicain. Et quand on voit les sondages qui sont faits, alors sporadiquement, sur regrettez-vous le roi, on voit toujours une majorité de Français qui ont ce regret-là. Et finalement, la République ne semble pas si enracinée que ça, et beaucoup moins qu'on aurait pu le penser il y a quelques années. Vous m'apprenez quelque chose. Si les Français veulent revenir au roi, c'est pas... Enfin, on parlait du plébiscite de la démocratie, un plébiscite en faveur du roi, ça me semblait tout à fait conforme à l'idée de la démocratie qui est la mienne, même si, à titre personnel, je ne pense pas du tout que ce soit une solution. Mais la République, que vous parliez des trotskistes ou de la droite, ce sont les Girondins, les héritiers des Girondins qui mènent la danse. Et c'est là où est le problème. Et c'est pour ça que je faisais référence à Zemmour. Bon, Zemmour, j'ai pas lu son dernier livre, j'ai lu des interviews, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus identitaire et de moins en moins national-républicain. Donc peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord. Ce que j'aimais bien il y a quelques années, c'était cette défense de l'idéal républicain. Peut-être que c'est plus la sienne parce qu'il est désenchanté, je ne sais pas, ça c'est des questions de français. j'ai un regard extérieur. Je considère, peut-être par romantisme, peut-être par idéalisme, mais que parmi les pionniers de la République, on a davantage de sources conformes à la modernité, une modernité meilleure que parmi l'ancien régime. Mais ça, c'est évidemment pas à moi d'en juger en tant qu'étranger. Hein. Alors David Lépée, on a parlé de national-républicanisme, on a parlé de socialisme. Est-ce que la solution ne serait pas une synthèse des deux ? Oui, sans doute. Il faudrait trouver un nom inédit, une synthèse des deux. Est-ce que c'était le nasserisme? Est-ce que c'était le chavisme? Est-ce que c'était le boulangisme? Vous vous éloignez géographiquement. Oui, je m'éloigne géographiquement et historiquement parce que j'ai pas d'exemple. Le gaullisme. Pourquoi pas? Dans une certaine mesure, disons un certain gaullisme de gauche peut-être. Mais comme disait Jean-François Kahn, il disait le problème c'est que si l'héritage, l'atrocité de l'héritage hitlérien arrivait à déconsidérer l'idée même d'une synthèse sociale et socialiste, même pas sociale, socialiste et nationale, alors oui, Hitler aurait gagné post-mortem. Et je pense que je suis assez d'accord avec lui. C'est un combat des mots. Il faut pas trop s'attacher aux mots. Il faut plutôt s'attacher aux faits, aux idées et à ce que ça représente. C'est pour ça que les historiens qui révèlent, qui creusent, qui montrent à quel point, par exemple, ce régime-là, qui s'appelait abusivement national-socialiste, était socialiste qu'au début, mais finalement a assez vite cédé au coup de pression des grands industriels, et notamment des grands industriels capitalistes de l'armement. Et en termes de nation, on était plutôt du côté impérial que national. C'est un peu ce qu'on peut voir aux États-Unis actuellement. Enfin, moi, j'ai de la peine à faire mon choix entre deux candidats qui m'intéressaient assez peu, mais je vois qu'il y avait une impérialiste et un nationaliste, et j'ai l'impression que le moins pire des deux, c'est quand même le nationaliste, au moins pour nous les non-américains. Donc si on faisait cette synthèse-là, ça passerait par l'anti-impérialisme, c'est-à-dire historiquement, par rapport à l'histoire du XXe siècle, l'antinazisme aussi. Je précise ça pour dire que les mots ont un sens et qu'ils sont souvent galvaudés. Le nazisme était un impérialisme comme les États-Unis le sont actuellement. Demain, peut-être moins, on verra. Ouais. Voilà, et pour revenir à la question de Vincent, tout le problème de l'Occident
et qu'il est aujourd'hui bloqué sur cette question du national-socialisme allemand, sur le Reductio ad Hitlerum, qui empêche tout débat. C'est-à-dire que si on est contre l'Union européenne, on est contre la paix. Si on est contre l'immigration, on veut déporter des gens. Si on est anti-américain, c'est quand même eux qui nous ont libérés. Enfin, toutes les questions, toutes les aspirations populaires butent sur le Reductio ad Hitlerum imposé par les dirigeants. Mais c'est une confusion qui joue sur les mots, parce que qui prend soin d'examiner vraiment le programme européen depuis tel qu'il a été tracé notamment par tout le mouvement ordolibéral et démocrate chrétien, notamment en Italie et autres, et en Allemagne, on voit que finalement ce projet qui je pense est un projet totalitaire, ce projet nazi de Lebensraum se trouve incarné plus que jamais dans l'entreprise bruxelloise. Et ensuite, comment peut-on traiter de nazis ceux qui y résistent, alors qu'ils résistent à un projet, on pourrait dire, post-nazi, mais toujours un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire un esprit impérial et un esprit de nivellement. Parce que ce qu'on nous dit, évidemment, leur argumentaire, c'est tout à fait le contraire. C'est on doit éviter à tout prix que les Européens s'entretuent comme ils l'ont fait au moins 3 fois et davantage. Et là, on est tous d'accord pour ça. Mais d'une part, l'Union européenne, depuis qu'elle existe, n'a pas empêché certaines guerres fratricides, meurtrières, on pense notamment à ce qui s'est passé dans les Balkans, et d'autre part, la paix qui s'est établie peu à peu, tant que faire se peut, notamment dans l'ouest du continent, n'a pas du tout de rapport direct avec l'Union européenne, mais plutôt avec des accords multilatéraux entre les nations, dans le cadre, on va dire, d'une internationale, ou même pas, mais il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin, mais de coopération internationale, et je pense qu'on a quand même tiré, du moins je l'espère, quelques leçons des 2 guerres mondiales précédentes. Mais cette idée de vouloir fonder un nouvel ordre mondial, il est très effrayant parce qu'il est totalitaire. Et ceux qui résistent, forcément, sont du côté de la diversité, du différentialisme, du culturo-différentialisme, national-différentialisme, ethno-différentialisme, on l'appellera comme on veut. Mais l'idée, c'est de créer un équilibre, un ordre dans lequel nous ayons tous une souveraineté et la voix au chapitre. Et en même temps, pour revenir sur la remarque de Xavier, est-ce qu'on peut dire que cette stratégie de la réduction ad Hitlerum fonctionne de moins en moins, comme on le voit avec les votes en France, avec le Front National qui monte, et Donald Trump, l'Autriche et l'AfD en Allemagne. C'est vrai. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas, parce qu'il faudrait demander aux électeurs. Enfin, on voit comment réagissent les électeurs, donc c'est sans doute vrai ce que vous dites. Je ne sais pas qu'est-ce que disent les gens. Dans notre coin d'Europe, ça me semble évident. Enfin, il y a une rupture très nette entre la propagande qu'on continue de déverser dans les grands médias et les gens, la manière dont ils réagissent, c'est terrible pour eux, et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je m'oppose aux complotistes, parce que les complotistes, de manière générale, considèrent que ceux qui nous gouvernent et tentent de nous manipuler sont beaucoup plus intelligents qu'ils ne sont. Quand vous voyez la manière dont nos élites, avec leur relais médiatique, se comportent, vous vous dites que ce sont des crétins finis et qui sont incapables de montrer un complot. Enfin, ils essayent sans doute, mais un complot qui fonctionne, c'est-à-dire une espèce d'ingénierie sociale, comme dirait Lucien Cerise, par exemple, même si théoriquement il a raison. Mais dans les faits, je vois pas vraiment ça à l'œuvre. Et par exemple, la victoire de Donald Trump, je veux pas dire que ça m'est réjoui, parce que j'ai pas de sympathie particulière pour Donald Trump, mais ça m'a réjoui dans un sens quand même, c'est le fait de dire, ah ben tiens, les Américains ont voté pour celui qu'on n'attendait pas. Non seulement leurs propres médias leur disaient, il faut absolument pas faire ça, les nôtres aussi nous disaient, il y a aucune chance, alors qu'on n'est pas, nous, lecteurs de médias européens, on n'est pas électeurs, mais c'était une manière de mettre la pression, et pourtant ils ont fait tout le contraire. Alors on peut se dire que dans d'une démocratie aussi dévoyée par l'argent, par les réseaux, par la mafia politique que les États-Unis, c'est vraiment peut-être le pire exemple de démocratie au monde, mais même cette pire démocratie-là fonctionne encore un tout petit peu. Ce qui devrait nous donner un petit peu du courage pour nous dire que, alors s'ils y arrivent, nous on y arrivera aussi avec nos propres moyens. Et encore, il s'agit à mon avis d'un choix entre 2 mots, il y a vraiment pas de quoi. Enfin, moi j'ai applaudi le jour du Brexit, j'ai pas applaudi le jour de l'élection de Donald Trump, mais j'étais quand même soulagé, un peu content, et puis ça me faisait plaisir de voir les journalistes faire la gueule, pleurer, parce qu'au moins ils s'aperçoivent que leur pouvoir est contesté. Donc cette réductio ad Hitlerum, je pense que non, ça fonctionne plus du tout, et surtout pas chez les jeunes. Pardon David, mais pourquoi vous n'avez pas applaudi à l'élection de Trump ? Non, mais j'ai pas applaudi à l'élection de Trump parce que... Enfin, qu'est-ce qui vous dérange chez Trump, en gros ? Mais enfin, énormément de choses. Mais disons,
J'ai un devoir de réserve quand même, dans la mesure... Vous le voyez comme un gros capitaliste pour des choses simplement. Je pense qu'il est moins pire que l'autre. Alors ça, là, je suis d'accord avec tout le jugement de la dissidence. Mais bah oui, c'est quand même un gros capitaliste. En gros, on a un mafieux capitaliste qui a vaincu une oligarque mafieuse combinarde d'État. Je pense effectivement que c'est un moindre mal. Mais après... Il faut pas juger les gens. Il faut voir. Peut-être qu'il va nous réserver des surprises. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, pour le peu que j'en savais, j'étais plutôt, enfin, là aussi, entre plusieurs mots, parce que j'étais vraiment pas fan, mais plutôt pour Bernie Sanders, qui me semblait, l'aile peut-être la plus socialisante du Parti démocrate. Là aussi, j'applaudirais pas non plus, mais ça pouvait être intéressant. Sanders qui a précédé même Trump dans cette aspiration populaire qu'on a observée ensuite avec l'élection de Trump. Bien sûr, et qui s'est fait en plus laminer de manière très malhonnête par le clan Clinton. Et dont les électeurs n'ont pas voté pour Hillary Clinton. C'est une partie des raisons de la défaite de Hillary. De même qu'en France, je pense que certains électeurs franc-gauche ou PCF vont pas forcément, et ils l'ont pas fait d'ailleurs précédemment, reporter leur voix sur le PS. Et je les incite à ne pas les reporter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de différences entre ces populistes-là, mais il y a aussi des points communs. Non, mais ce que je veux dire, j'ai pas applaudi parce que c'est pas mon modèle de société. Mais là où je parle d'un devoir de réserve, c'est que on a toujours tendance à penser qu'à l'intérieur du monde blanc, du monde occidental, mais je crois pas trop à cette notion de blanc et au sens occidental non plus, d'un point de vue politique, on a l'impression de pouvoir tous se comprendre. L'anglais est une langue pas très lointaine, mais qui en France peut expliquer, par exemple, ce que c'est que le Tea Party? C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement différent. Déjà que les notions de gauche et de droite, chez nous, sont complètement dépassées, mais au regard de ce qui se passe en Amérique, c'est extrêmement compliqué. De la même manière qu'un Américain ne peut rien comprendre à la notion sans même doute, de la laïcité. Un Italien est toujours surpris quand il vient en France. Il s'imagine arriver dans un pays où le Front National fait plus de 20%, donc un pays nationaliste. Et l'Italien est toujours surpris en arrivant en France de trouver que finalement c'est un pays très peu national. Pour moi, applaudir Trump, ça ressemble un petit peu pour un Européen à applaudir Berlusconi. Alors on peut dire, c'est bien que Berlusconi et niquer les oligarques bruxellois, et je suis le premier à le dire, mais c'est quand même pas quand même pas le condottiere que j'attends. Voilà, alors justement parce que ça revient à notre conversation du début. Est-ce que c'est pas une impasse, l'impasse fondamentale de l'extrême gauche, de ne pas être capable de justement voir ce qui est le moins pire? Et c'est-à-dire que typiquement, Berlusconi déjà n'a jamais pu gouverner véritablement. Il a été président du Conseil quand même. Oui, mais quand vous étudiez bien la durée de ses mandats, il n'a jamais vraiment pu gouverner avec des campagnes médiatiques incessantes. Et malgré tout, c'est quand même un dirigeant qui a protégé profondément son peuple de la mondialisation sauvage. Et ça, l'extrême gauche n'a jamais n'arrive jamais à le voir. Oui, enfin, je me sens pas concerné par cette critique de l'extrême gauche. Et en plus, de toute façon, j'ai pas à donner mon avis sur ce que les Américains auraient dû faire. Moi, je pense c'est le Suisse qui parle en vous, là. La neutralité, bien sûr. Non, mais même en tant qu'Européens, je pense, on a ceux qui, en dehors des spécialistes, ceux qui comprennent quelque chose à ce qui se passe aux États-Unis, à mon avis, ce sont de sacrés hypocrites. Il y a une fracture culturelle beaucoup plus grande que vous le dites. Cela dit, on peut tout à fait dire qu'il y a un moindre mal. Moi, je veux dire, je suis content de l'élection de Trump. Ça veut pas dire que c'est mon rêve ou mon idéal. Je suis content parce que déjà après, un Américain, il va s'intéresser à des choses qui nous, en tant qu'étrangers, nous intéressent moins. C'est-à-dire, par exemple, la question de l'Obamagate, sur l'assurance maladie, la question des impôts, la question des salaires, la question des conditions de travail. Évidemment, nous, on s'en fout un peu, ça ne nous concerne pas. Après, quand un président comme Trump, et c'était le cas par exemple de la campagne la présidentielle précédente du libertarien, dont j'ai oublié le nom, mais qui était soutenu par pas mal de gens dans la dissidence en France, moi ce qui me faisait très peur, parce que son programme économique m'effrayait, mais des gens, je crois que c'est Michel Drac qui défendait ce candidat dont j'ai oublié le nom, il disait oui, bon d'accord, on peut penser ce qu'on veut de son programme économique, mais lui au moins, il est pour le retrait des troupes un petit peu partout dans le monde. C'est un pas un anti-impérialiste, mais disons il est pour le désengagement, comme Trump. Et de ce point de vue-là, de point de vue d'un Européen, d'un non-Américain, oui, alors là, je suis d'accord avec ça. Effectivement, l'intérêt du monde, c'est de sortir de l'empire américain, de rétablir une multipolarité
polarité, et on avait tellement peur, je ne sais pas si ça arrivera, mais on avait tellement peur d'une troisième guerre mondiale avec la Russie que si Trump peut arrondir un peu les angles avec Poutine, je pense que c'est bien pour tout le monde. Hein. Je veux dire, là aussi, c'est un moindre mal, mais au moins si on peut éviter la guerre nucléaire, on ne va pas s'en plaindre. Et partagez-vous l'opinion de ceux qui pensent que l'élection de Trump équivaut à un nouveau Yalta sans la guerre, en quelque sorte, avec un partage du monde, les États-Unis ayant acté qu'ils n'étaient plus l'hyperpuissance globale, donc un nouveau partage du monde entre les États-Unis, les Chinois et les Russes, dans lequel l'Europe serait finalement laissée aux Russes, les États-Unis se redéployant sur leur façade pacifique. C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais disons, le parallèle avec Yalta n'est pas faux, dans la mesure où... Quand Trump a été élu, ça m'a fait penser un petit peu à la période Khrouchtchev, dans la mesure où Poutine est quand même quelqu'un de très offensif, et il a sans doute raison de l'être, et il a trouvé tout d'un coup un interlocuteur qui acceptait ce qu'on appelait sous Khrouchtchev, et je crois que c'était Nixon en face, à un moment donné, en tout cas la coexistence pacifique, qui s'est ensuite déployée jusqu'à la Chine, alors qu'à l'époque la Chine disait, regardez, les Soviétiques ont trahi, nous sommes le seul centre communiste mondial, et ensuite finalement Nixon et Kissinger ont fini par aller rendre visite à Mao. Mais à un moment donné, en dehors du purisme révolutionnaire, c'était peut-être la meilleure chose à faire, dans la mesure où on était en pleine crise nucléaire, et on l'est à nouveau. Donc oui, le parallèle avec Yalta, alors l'avenir de l'Europe, ça franchement, j'en ai aucune idée, on verra, mais le parallèle avec Yalta, il est juste, et je pense qu'il est bon, dans la mesure où on a une situation à la Khrouchtchev de coexistence pacifique, et pourvu que ça dure. Ouais. Alors, l'élection de Trump, pour l'Europe, a quelque chose de réjouissant parce que ça marque un coup d'arrêt à l'ethno-masochisme blanc dans lequel on vit depuis les années 70 à peu près, et qui est quelque chose qui a rongé la civilisation occidentale. Mais l'Europe apparaît plus que jamais comme un nain politique aujourd'hui. Entre tous ces géants, on ne voit personne émerger véritablement, même si on sent une colère monter. Comment vous... David, votre avis sur cette question? Ouais, comment voyez-vous la suite pour l'Europe? Ça pose une question très intéressante que vous n'avez pas encore abordée, qu'il faut qu'on aborde maintenant. C'est quelle solution vous verriez pour la France et pour l'Europe? Comment peuvent s'appliquer vos idées sur la démocratie directe, sur le patriotisme, sur la souveraineté en France, en Europe maintenant? Comment vous voyez les choses? Alors, là, je vais être en désaccord avec mes camarades de la Nouvelle Droite et de la revue Éléments qui sont plutôt pour une alter Europe, contre laquelle je ne suis pas, mais disons qui est tellement chimérique que j'ai de la peine à l'imaginer. Aujourd'hui, en tout cas à court terme, on verra combien de temps ça dure, c'est plutôt le retour à l'État-nation. C'est-à-dire que déjà, cette application de la démocratie, elle fonctionne qu'à l'échelle de la nation. C'est les débats que j'ai eu longtemps avec des altermondialistes qui proposaient une Europe idéale ou un monde idéal intéressant. Mais disons, il y avait un seul problème dans leur théorie, c'est que cette structure politique n'existait pas. Et l'État-nation, malgré tous ses défauts, a une vertu, c'est qu'il n'est pas chimérique, il existe. Il faut faire avec ça à un moment donné. J'espère qu'un jour, on pourra construire une autre Europe, parce que je pense que l'Europe est quelque chose qui existe, qu'il peut y avoir une identité, une unité européenne, dans le respect des différences, dans le respect des souverainetés, des cultures, des langues et même des structures politiques. On en est loin, parce que si on voulait appliquer ça, il faudrait commencer par détruire ce qui a été mis à la place, c'est-à-dire cette structure centraliste, liberticide, potentiellement totalitaire. Aujourd'hui, si les nations européennes veulent retrouver la souveraineté, il faut qu'elles puissent appliquer la démocratie chez elles. Et ensuite, je pense qu'on peut maintenir, en tout cas à moyen terme, la paix par des accords commerciaux, des accords politiques. On voit quand même que la plupart des pays ces dernières années qui ont adhéré à l'Union européenne ou aux traités afférents l'ont fait sous la pression politique et sans consultation populaire, et la plupart des pays qui ont respecté la consultation populaire ne sont pas entrés. Voilà. Enfin, je sais pas aux Français que je vais l'apprendre après ce qui s'est passé en 2005 avec le traité constitutionnel européen, et à quel point on vous l'a mis à l'envers en 2007 une fois que Sarkozy est arrivé au pouvoir. C'est bien la preuve. Ce qu'a fait Sarkozy est la preuve qu'il a compris que l'adhésion à ce projet était nécessairement antidémocratique et que la démocratie était l'obstacle principal à l'adhésion. Voilà. Et nous, en Suisse, malgré le fait qu'on ait cette cinquième colonne de juristes, d'agents de Bruxelles, comme ils n'ont pas encore réussi à supprimer le système référendaire, le système de consultation populaire, on n'est toujours pas dedans. Et évidemment, on nous dit vous êtes en retard sur le train de l'histoire. Je pense plutôt qu'on a un coup d'avance.
et qu'on arrive à un stade, notamment depuis le Brexit, où ça va plutôt, l'Europe va plutôt évoluer par soustraction que par addition, et on comprendra que voilà, on n'était pas en retard sur le train d'histoire, mais qu'on a juste anticipé le choc. Alors je voudrais pas nous amener trop loin pour cette fin d'émission. Cependant, on relève chez vous un enthousiasme plus grand pour ce qui se passe par rapport à Trump, pour ce qui se passe en Amérique du Sud, et notamment à l'égard de Chavez. Oui, enfin, je suis pas non plus un grand spécialiste, mais c'est vrai que cette figure-là, pour ce que j'en ai su, notamment grâce à vos traductions, oui, c'est une figure qui m'est très sympathique. Alors je dirais que voilà, moi je m'inscris dans la longue tradition socialiste, qui est une tradition un petit peu comment dire, plus pluriforme, qui a fait malheureusement beaucoup de dégâts. Et l'intérêt de Chavez, me semble-t-il, en tout cas un de ses atouts, c'est qu'il a tiré des leçons de tout ce que le marxisme-léninisme a raté, de tous ces échecs, et il a compris qu'un socialisme populaire, parce qu'il ne saurait pas y en avoir d'autres, un socialisme populaire ne peut pas faire table rase du passé, comme on dit dans l'international, malheureusement, mais qu'au contraire, il doit avoir un aspect de ce qu'on appelle, on parle de la révolution conservatrice, on a le cas russe, le cas allemand, il y a sans doute une révolution conservatrice latino-américaine ou bolivarienne dans une certaine mesure, ne serait-ce que dans le rapport à la religion. Par exemple, moi qui ai vécu dans des pays socialistes comme la Chine, je me rends bien compte qu'il n'y a pas de grands conflits religieux en Chine, mais ça va peut-être devenir demain avec l'islam, et à mon avis pas à cause des musulmans, mais du fait que ces musulmans qui sont pas trop remuants ont des revendications assez acceptable, assez modeste, mais que le parti, au nom du matérialisme dialectique qui se trouve dans la constitution chinoise, est vraiment extrêmement sec là-dessus, comme pouvait l'être Lénine ou Staline à une certaine époque, et on a vu ce que ça a donné. Et Chavez n'est pas là-dedans. Il y a la question du catholicisme, on va dire latin, qui se trouve là-bas. Il y a la question d'autres religions. Il comprend bien que, d'une certaine manière, si on veut convaincre les masses, il vaut mieux s'appuyer sur une version socialisante de la théologie de la libération que sur la page blanche de Mao. Je pense qu'il a raison, ça fait moins de mal, ça fait moins de répression, et puis être comment dire, un socialisme ou quoi que ce soit d'autre qui soit populaire, c'est s'ancrer dans l'histoire des gens, dans leur héritage, dans leur habitus, comme dirait Bourdieu. Si on fait pas ça, on vire en un projet totalitaire qui va rencontrer évidemment des oppositions populaires. C'est le paradoxe de la République enracinée, c'est ce qu'a voulu faire Chavez avec la République bolivarienne, c'est peut-être ça finalement la solution. Oui, mais c'est pas une contradiction donnée à la République de dire ça, parce que, alors oui, il y a eu des excès pendant la Révolution. On voit, je pense à la paix Grégoire, l'élimination des langues régionales, la lutte contre les Chouans ou les Vendéens. Mais la République, c'est aussi, je ne sais pas, c'est aussi Barrès. Barrès arrive à un moment où la République a déjà une histoire. Donc quelque part, c'était surtout difficile au début, mais au moment où la République a une histoire, on a déjà des racines, et ces racines, on peut les prolonger encore plus loin dans le passé, parce que les passions se sont un petit peu éteintes. Les périodes de révolution, malheureusement, ont toujours un petit peu ces excès-là. Ce ne sont pas des excès définitifs. Et puis, Chavez, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas le Saint-Empire romain germanique. C'est plutôt un système de gouvernement populaire. Alors David, pour nos auditeurs, où peut-on vous retrouver ? Alors les publications auxquelles je collabore assez régulièrement, c'est au premier titre Éléments. On a le nouveau numéro en ce moment qui consacre tout un dossier à l'Est, avec différentes interventions d'auteurs de l'Est. Dans ce numéro-là, on a un petit article sur la Suisse une nouvelle rubrique qu'on inaugure qui s'appelle les duellistes, une espèce de clash où je m'oppose à Oskar Freisinger, qui est un de mes compatriotes. Patriotes également aussi, avec lesquels on n'a pas la même vision du patriotisme, et je donne aussi également une réponse à Onfray sur la Révolution française, une défense de Robespierre avec mon ami Philippe Landeux, qui est un robespierriste, qui est peut-être le seul robespierriste qui reste. Donc dans Éléments, c'est vraiment ma famille intellectuelle principale. Je suis également régulièrement dans Crisis, donc la revue qui est maintenant dirigée par Thibaut Isabelle. Le prochain numéro, ce sera sur le thème de la nation, et j'y consacrerai un article justement un sujet dont on a parlé, la démocratie directe suisse contre l'Union européenne. Et sinon, je collabore également régulièrement avec
avec Rébellion, on a bientôt un dialogue avec Jean Bricmont qui sera publié, un article sur le fédéralisme, 2-3 choses comme ça, et une petite brochure, parce qu'on Rébellion sort des petites brochures thématiques, une qui sera consacrée au socialisme nord-coréen, qui est un sujet d'étude également. Je sais également que vous êtes un rappeur. Oh, dans mes moments perdus, ouais. Il n'y a pas des clips de rap sur YouTube, on peut pas. Si, il y en a. Ah, il y en a. Oui, on voit des clips, des chansons. Ouais. Vous vouliez nous cacher ça? Non. C'est juste que j'y consacre pas beaucoup de temps. Donc je viens de ce milieu-là, du milieu hip-hop, quand j'avais à partir de 14-15 ans jusqu'à 20 ans et quelques, et je me débrouille toujours, mais disons, j'y consacre plus beaucoup de temps. Hein. Vous pourriez pas nous rapper là? A cappella. Après la clairette, c'est un peu difficile. C'est mieux de chercher un exemple sur YouTube. C'est mieux sur YouTube. C'est ça l'heure la plus sombre. C'est des parcours intéressants, du rap, de la gauche radicale à éléments pour la civilisation européenne. Et c'est un parcours. En tout cas, on était très contents de vous avoir reçu pour ce parcours, la richesse de cet échange et voilà. Bah merci à vous. Donc c'est pas de rap. Merci beaucoup David pour avoir accepté notre invitation et vous êtes déplacé jusqu'à Paris. Merci, on vous réinvitera avec plaisir. Avec plaisir. Chers auditeurs, quelques annonces. Sachez que ce samedi 26 novembre à Genève, vous pourrez retrouver Pierre Hillard et moi-même pour une conférence organisée par la section ER Haute-Savoie sur la christologie politique. Les réservations se font à l'adresse conf.hautesavoie@yahoo.fr. Vous trouverez plus de renseignements dans l'agenda du site Égalité et Réconciliation. Vous pourrez également y lire qu'une projection débat du film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire, se déroulera à Dijon ce dimanche 27 novembre. L'adresse mail de réservation est cette fois la suivante: conf21.lapierre@gmx.fr. Enfin, chers auditeurs, ce même dimanche, Claire Colombier et Youssef Indy, qu'on a reçus dernièrement au micro de RFM, nous parleront de la condition des femmes, de la tradition et la modernité, ce dimanche 27 novembre à 15h à Reims. Les réservations se font à l'adresse er51.conf@gmail.com. Chers auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Siren. Son album Iter Animae est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Yahoo no Tsuro. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.